La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Lancement de la campagne vaccinale en Gaspésie. On tourne souvent autour d'un taux de couverture vaccinale de 60%, ce qui a l'air bon, mais plus c'est mieux, là. Donc, vraiment, c'est très, très, très pertinent pour les gens de se faire vacciner là, lorsqu'on rentre dans une des catégories qu'on a mentionnées. Là. Donc, Orbi est encore une fois finaliste pour le prix TD. Il y a ça aussi, je pense, qui a fait que j'ai choisi d'illustrer ce livre-là, là, c'est qu'il y avait des bonhommes de neige. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un livre qui se passe l'hiver. Puis j'avais envie d'aller comme vers des bonhommes de neige moins typiques là, que ce qu'on dessine. Mettons, on pense à un bonhomme de neige, il y a comme 3 boules. Inauguration de l'aérogare. Bien maintenant, là, on a l'infrastructure qui est adaptée pour être en mesure d'accueillir tout type d'avions, même des Boeing, là, pour assurer puis accompagner le développement du territoire touristique puis aussi du secteur des pêches. Inauguration de la piste d'athlétisme. Aucune place au Québec, à travers le Québec. Puis moi, j'en ai fait des lieux pour la compétition et l'entraînement. Ça fait 50 ans, je suis dans le monde de l'athlétisme. Il n'y a aucune ville de moins de 5000 habitants qui a une piste d'athlétisme synthétique dans sa ville. Donc, on peut-tu être fier ici à Grande-Rivière? On en a une. DEP en conduite d'engins de chantier. Auparavant, les jeunes de la Gaspésie devaient soit déménager à Québec ou dans le secteur, la Rive-Sud de Montréal pour pouvoir faire cette formation-là. Entrevue Gino Cyr. Puis, semblerait-il que pas assez d'investissement privé dans le cadre du projet. Ça a été un peu comme une douche froide. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans le cadre du lancement de la campagne vaccinale contre les virus respiratoires en Gaspésie, un point de presse virtuel a été organisé pour informer la population sur les enjeux et les actions à venir. Le 11 octobre 2024, les représentants de la Direction régionale de santé publique Gaspésie, les îles de la Madeleine et de la Direction de la vaccination ont dévoilé les détails de cette campagne cruciale pour la protection des résidents contre les virus respiratoires. Cette initiative vise à préparer la région à affronter la saison hivernale en offrant des vaccins accessibles à tous et en mettant un accent particulier sur la prévention. Donc, bonjour encore une fois. Merci beaucoup d'être présent cet après-midi, d'avoir répondu présent à l'invitation pour ce point de presse sur la vaccination saisonnière en Gaspésie. Je me présente très brièvement, étant donné le départ de Lou. Il y a peut-être des gens parmi vous avec qui je serai appelée à travailler à nouveau. Donc, Cassandra Lévesque, adjointe au PDG, responsable des communications par intérim depuis cette semaine, en fait. Donc, aujourd'hui, on a réuni des représentants de la Direction régionale de santé publique Gaspésie-les-Îles, soit Gaspésie-les-Îles de la Madeleine, pardon. Donc, Dr Christine Dufour-Turby, qui est directrice régionale par intérim, et Dr Jean-François Lefebvre, médecin conseil au niveau des maladies infectieuses oui, c'est ça. Et 2 personnes de la direction de la vaccination, soit M. Maxime Bernatchez, qui est directeur des soins infirmiers, et Mme Marie-Claude Aspiro, qui est directrice adjointe vaccination, dépistage, prélèvement et activités de première ligne en soins infirmiers. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole au Dr Lefebvre, qui sera suivi par Mme Aspiro. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour informer la population là, au sujet de la campagne de l'automne de la vaccination pour les virus respiratoires, c'est-à-dire l'influenza, la COVID et nouveauté cette année, le VRS.
Avant de commencer, je veux rappeler l'importance de la vaccination, réaffirmer l'importance de la vaccination. Ces virus-là, c'est des virus extrêmement fréquents. À peu près tout le monde a déjà eu une infection en lien avec ces virus-là. Plus souvent qu'autrement, ça donne des symptômes légers, mais il peut arriver que ça donne aussi des symptômes graves, avoir une infection grave qui va amener à l'hôpital, qui peut amener même aux soins intensifs et même malheureusement compromettre la vie, là. Donc, il y a des personnes, des groupes de gens chez qui ce risque d'infection grave-là est plus grand. C'est à eux que ça s'adresse principalement la vaccination. C'est eux qui ont le plus de bénéfices à ce sujet-là. Donc, lorsqu'on parle de la COVID ou de l'influenza, on parle des personnes âgées, on parle des personnes qui vivent en hébergement, des personnes qui sont immunosupprimées ou qui vivent avec des maladies chroniques ou les femmes enceintes. Donc, la vaccination est offerte à tout le monde, mais c'est à ces groupes-là qu'elle est le plus bénéfique parce que c'est eux qui sont le plus à risque d'avoir les versions graves des infections. Donc, pour l'influenza et la COVID, ça ressemble beaucoup à l'année passée. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est gratuit pour tout le monde et c'est les mêmes groupes qu'on parlait l'année passée aussi, là, qui sont les plus à risque. Par contre, c'est des vaccins mis à jour, c'est-à-dire que c'est des vaccins qui sont adaptés aux souches qui vont probablement être les plus fréquentes cet automne et cet hiver. Donc, même si quelqu'un a déjà eu le vaccin, c'est important de revoir les vaccins, en fait, de nouveau, les vaccins mis à jour, les nouvelles versions des vaccins. Je parle au pluriel parce que le vaccin pour la COVID ne prévient pas l'influenza et inversement, là, donc c'est important d'avoir les deux. Au niveau du VRS, ça c'est la nouveauté. En fait, c'est les nouveautés pour les personnes âgées et pour les nouveau-nés. Donc, pour les personnes âgées, c'est un vaccin qui est offert aux personnes âgées qui vivent en hébergement et qui est un vaccin qui, lui, n'aura pas besoin d'être reçu à chaque année. Là. Pour l'instant, l'efficacité dure au moins 2 ans et peut-être plus. Là. Donc, le plus va être à évaluer dans les années à venir, mais au moins 2 ans. Et pour les nouveau-nés, c'est un anticorps qui est donné dès la naissance pour les nouveau-nés qui vont naître pendant la période du VRS, là, pendant la période active de ce virus-là où il circule plus. Et les nouveau-nés de moins de 6 mois, les bébés de moins de 6 mois et moins de 8 mois chez les plus vulnérables vont aussi avoir accès à cet anticorps-là pour prévenir les infections au VRS. Donc, je vais passer la parole à Mme Aspiro là, qui va pouvoir expliquer les aspects techniques là, où, quand, comment peut fonctionner la vaccination. Bonjour. La campagne de vaccination automnale est débutée à partir de hier, 16 octobre. On peut prendre rendez-vous sur Clic Santé ou en composant le 1-877-644-4545. On a plusieurs plages de disponibles jusqu'en décembre et les vaccins sont administrés en point de service local, en CLSC, en centre communautaire et dans certaines pharmacies. L'infirmière évalue et propose à l'usager les vaccins qui pourraient être adaptés à lui. Nos équipes sont aussi sur le terrain à vacciner nos employés dans plusieurs points de service de notre réseau. Aussi, nous avons commencé à vacciner les CHSLD et les ressources intermédiaires depuis le 4 octobre. On en est à pratiquement 70% de couverture pour nos CHSLD et ressources intermédiaires. La vaccination, c'est encore le meilleur moyen de se protéger et d'éviter les complications de la maladie. On vous invite à vous faire vacciner. Merci. Je sais que en Australie, dans l'hémisphère sud, on a déjà connu la période de la grippe. D'après ce que le Sud a connu, comment s'annonce la saison de grippe 24-25? Ça, c'est malheureusement une question qui est impossible à répondre à l'automne. C'est les réponses qu'on a au printemps, comment ça s'est passé et non pas comment ça va se passer. Ce qui est clair, c'est que la grippe va circuler. Là. À chaque automne, à chaque hiver, l'influenza arrive, l'influenza circule. Maintenant, est-ce que les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé sur quelle souche va vraiment circuler, donc qui a été mis dans les vaccins. Est-ce que l'efficacité du vaccin va être autant qu'on espère, va être moins, va être plus? C'est des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, malheureusement. Donc, c'est une excellente question, mais la réponse va arriver au printemps.
OK. Au niveau de l'organisation, on sait qu'au cours des derniers mois, des derniers 18 mois, Québec voulait sortir de toute la question des prélèvements et de la vaccination des centres hospitaliers. Je sais qu'il y avait des appels d'offres pour installer des points de service à Pointe-à-la-Croix, à New Richmond et à Gaspé. Est-ce que les sites sont différents cette année pour recevoir le vaccin, les vaccins? Cette année, ils sont les mêmes. Si je peux me permettre, Madame Aspiro, pour cette année, ils sont sensiblement les mêmes, M. Sergeroux. On invite la population à communiquer avec nous, avec le numéro de téléphone qui vous a été fourni, mais également avec Clic Santé où les listes sont à jour par rapport au point où on peut recevoir cette vaccination-là. J'aurais peut-être une dernière question spécifiquement sur le VRS qui est une nouveauté cette année. L'année passée, on sait que ce virus-là a fait des ravages, donc c'est pour ça qu'on l'ajoute cette année à la vaccination? Ben, c'est la disponibilité du vaccin et c'est un nouveau produit, l'anticorps, qui permet de protéger les bébés. C'est un virus qui est là à tous les hivers, là, qui effectivement, circule beaucoup et va atteindre de manière importante certains bébés là, à chaque année, il y a des hospitalisations, plusieurs hospitalisations en fait, là, en lien avec le VRS dans les hôpitaux de la région et de partout, là, finalement. Donc, l'arrivée de ce produit-là qui offre une bonne protection, là, qui est des anticorps qui offrent une bonne protection pour l'ensemble des mois à venir là, pendant la saison est c'est vraiment positif là, finalement. Là. Et encore là, ça, le bilan de ça va pouvoir être fait au printemps, mais on a vraiment beaucoup d'espoir que avec cette immunisation-là qui va être donnée aux nouveau-nés, aux bébés en bas de 6 ans, que ça diminue de manière très importante l'impact que va avoir le VRS là, sur les bébés cette année. Oui, juste savoir s'il y a un historique sur le taux de participation dans les années précédentes. Est-ce que ça existe? Et si oui, est-ce que c'est davantage, quelle classe de gens a l'habitude de se faire vacciner? Est-ce qu'on a ce type de données, par exemple? Ouais, ben les gens se font plus vacciner plus âgés, là, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est eux qui ont le plus de bénéfices, là, les gens qui ont, comme grand groupe de population, les personnes plus âgées. Maintenant, chez les plus jeunes, comme on disait tantôt, là, les immunosupprimés ou les gens qui ont une maladie chronique, c'est très pertinent pour eux également, mais on voit que c'est plus fréquent là, lorsque les personnes plus âgées. Bon an, mal an, on donne à peu près un peu plus que autour de 20 000 doses là, dans la région. L'année passée, c'était à peu près 22 000, 23 000, là, et c'est surtout chez les personnes plus âgées. Là. Les personnes plus âgées, on tourne souvent autour d'un taux de couverture vaccinale de 60 %, ce qui a l'air bon, mais plus c'est mieux. Là. Donc, vraiment, c'est très, très, très pertinent pour les gens de se faire vacciner là, lorsqu'on rentre dans une des catégories qu'on a mentionnées. Là. Donc, vraiment de pas hésiter à aller sur Clic Santé, à prendre rendez-vous et à recevoir les vaccins. Là. Superbe. Donc, on parle d'un taux de couverture de 60 %. Est-ce que c'est la même chose pour influenza et COVID? Est-ce que les gens prennent les 2 vaccins? En fait, là, on parle de l'année passée, là, ce qui a un intérêt, là, mais c'est plus l'année prochaine qui est intéressante, là, parce que les gens ne sont plus couverts par le vaccin de l'année passée. Là, peu importe combien de personnes ont reçu le vaccin à l'automne dernier, ça ne les couvre plus adéquatement. L'année passée, il y avait eu un petit peu moins de vaccination COVID que de vaccination influenza, mais réellement, on encourage les gens à recevoir les deux parce que, comme on disait, un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas un. Et ce qu'on veut, c'est vraiment pour cet automne et cet hiver avoir les plus hauts taux. Là. D'accord. Et cet été, on avait reçu un spécialiste en entrevue qui disait d'attendre à la vaccination d'automne au cas où des nouveaux variants, des nouvelles souches étaient à apparaître. Est-ce que c'est arrivé finalement? Oui, tout à fait. Il n'y a plus lieu d'attendre. Clairement plus lieu. Mais effectivement, lorsqu'on était cet été ou à la fin de l'été, on savait que les nouveaux vaccins, les vaccins mis à jour dont je parlais tantôt, là, qui couvrent mieux pour les souches qui vont probablement être avec nous là, cet automne et cet hiver, on savait que ça s'en venait. Donc, c'était une idée, là, sauf dans certaines situations où les gens devaient avoir le vaccin le plus rapidement possible, d'attendre ces nouveaux vaccins-là. Maintenant, les nouveaux vaccins sont arrivés. Donc,
n'attendons plus et allons-y. Dernière question, elle est plus technique à ce moment-là et je reviens sur le centre de prélèvement et de vaccination là, qui est en développement à Gaspé, qui devrait ouvrir incessamment de ce que je sais. Il y a eu beaucoup de critiques, de craintes de la part des citoyens là, sur l'accessibilité, sur la propreté du centre. Est-ce que vous avez fait les vérifications nécessaires pour s'assurer que lorsqu'il sera opérationnel, tout va être correct et dans les normes? Absolument, M. Servery, si je peux me permettre, Mme Aspiron. Oui, les vérifications sont faites. Le centre est ouvert depuis hier. C'est sûr et certain qu'on souhaite là, que les lieux physiques à la place Jacques-Cartier respectent les standards qui sont attendus dans le réseau de la santé. La première chose qu'on déménage, c'est la vaccination et le dépistage. Puis, ultimement, on devrait également y transférer les prélèvements à court terme. Il faut comprendre aussi que vous avez nommé tantôt qu'on était dans des processus d'appel d'offres, sans entrer trop dans les détails. Là. Le processus d'appel d'offres pour la côte de Gaspé, on n'a pas de propriétaire privé qui a levé la main pour répondre à cet appel d'offres-là. Donc, on est actuellement dans un contrat gré à gré avec le propriétaire de la place Jacques-Cartier pour une période de temps jusqu'en juin prochain, 2025. Puis, on entrevoit la possibilité là, de repartir en appel d'offres. Mais actuellement, pour rassurer la population, les lieux physiques où seront administrés et donner ces soins-là répondent aux standards et aux impératifs de qualité du réseau de la santé, M. Sergent. Oui, je voulais savoir, je l'ai peut-être manqué au début, mais on incite les gens à se faire vacciner, mais est-ce qu'on sait, dans le réseau même du site de la Gaspésie, pour les employés, le personnel soignant, c'est quoi les taux de vaccination, peut-être en moyenne, bon à mal an, on ne l'a peut-être pas pour cette année, mais sinon, les taux, ça ressemble à quoi? Jean-Philippe, moi, je ne les ai pas. C'est une excellente question, mais moi, j'aurais l'impression que ça fait écho également à ce qu'on a comme statistique populationnelle. On a un taux de pénétration qui est beaucoup plus élevé pour la population qui est à risque, personnes âgées, personnes immunosupprimées. Pour nos travailleurs de la santé, de la façon qu'on se comporte, c'est qu'on offre directement sur place dans nos installations la vaccination. On mousse bien entendu cette vaccination-là. Mais on pourra revenir là, avec des chiffres là, parce qu'on en tient, on a des statistiques hebdomadaires qu'on tient au niveau du nombre de personnes qu'on vaccine, mais actuellement, je ne les ai pas en ma possession pour te les fournir. La stratégie qui est utilisée, c'est de mettre toutes les conditions favorables pour que les travailleurs du réseau de la santé aient le moins d'obstacles possible pour aller vers la vaccination. C'est un excellent commentaire, Christine. Puis nos équipes se rendent même parfois disponibles sur les unités mêmes. Donc, on se rend disponible dans un local, puis ensuite on fait une tournée, par exemple, à l'intérieur de l'hôpital de Gaspé, sur les unités de soins où on va rejoindre les professionnels pour leur offrir la vaccination, Jean-Philippe. Mais on verra, là, si tu le souhaites, là, fournir les statistiques puis les gens conjoints là, par ces méthodes-là. Oui, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans dire, c'est sûr que là, le sujet, c'est la vaccination, là, mais je trouve quand même important de rappeler les bonnes pratiques au niveau, essayer d'éviter de transmettre le virus. Donc, quand on est atteint d'un virus, là, en fait, peu importe là, que ce soit lequel des virus, on essaye de pas le transmettre. Là, donc, c'est des choses que les gens savent, qu'on a l'habitude maintenant, mais qui est toujours bon de se rappeler là, de tousser dans notre coude, de bien se laver les mains, d'éviter de rencontrer les gens qui sont vulnérables. On a parlé des gens qui sont vulnérables pour être vaccinés. Bon, on essaie de pas côtoyer ces gens-là lorsqu'on est malade et de porter le masque au besoin. Là. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça reste important dans les virus respiratoires là, de toujours se rappeler lorsqu'on est malade de ce type de virus-là. Merci. Une dernière question qui me vient à l'esprit. On constate dans certaines autres régions déjà une augmentation des hospitalisations liées à ces trois principaux virus-là. Est-ce qu'on voit un peu le même phénomène en Gaspésie? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Puis on n'a pas, nos voyants ne sont pas rouges non plus pour les consultations dans nos urgences, M. Servery. Mais on est à l'affût de ces statistiques-là, puis on les suit de façon quotidienne via surtout le nombre de consultations à l'urgence pour ce genre de problème de santé-là. Mais actuellement, nos voyants sont pas rouges. Voilà, c'est la chance pour notre population d'aller se faire vacciner avant que ça arrive de façon plus intense chez nous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction. Alors que le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse dévoile ses finalistes 2024, une question se pose. Quel impact ces distinctions ont-elles sur la carrière des illustrateurs locaux? Orbi, finaliste gaspésienne pour le Cumulus Machinus, nous partage son expérience et ses aspirations. Qu'est-ce que tu deviens alors dans le domaine créatif? J'ai vu qu'on se parle parce qu'en fait, il y a le prix, dans le fond, qui est décerné par TD, le finaliste, pardon, du prix TD de littérature canadienne. J'ai vu que c'était pour l'enfance et la jeunesse. Puis dernièrement, en suivant aussi ce que tu fais, il y a beaucoup ce qui pop beaucoup, c'est justement sur la jeunesse. Est-ce que c'est une voie que tu choisis toi, ou c'est quelque chose qui t'amène dans la créativité? Comment est-ce que tu te fais pour te retrouver spécifiquement dans ce domaine-là? Pourquoi je fais des livres jeunesse plutôt que des livres pour adultes, mettons? Ouais, dans l'illustration en général, j'ai vu que... Je pense que j'ai un style qui se prête beaucoup aux jeunesses, là. Tu sais, c'est un style qui est comme naïf, drôle, coloré, là. Puis j'ai toujours eu des contrats plus dans cette direction-là. Puis quand on m'a proposé d'illustrer des livres au début, c'était jeunesse aussi. Puis je pense que c'est ça qui nourrit beaucoup aussi mon imaginaire, là, plus que les livres pour adultes. On dirait que si j'allais dans le livre pour adultes, ça serait peut-être plus intime. Puis on dirait que je suis pas rendue là peut-être dans ma vie, là. Mais présentement, j'ai vraiment du plaisir là, à faire des livres pour les enfants. Mais tu sais, c'est jeunesse, mais moi, je fais ce qui me fait rire, moi. Fait que je sais que ça va faire rire les autres, les parents. Puis, tu sais, c'est pour enfants et parents, dans le fond, ce que je fais. Puis quand on arrive à mettre comme ça en place une œuvre qui est présentée, celle pour le prix dont tu es finaliste, est-ce que j'ai vu que c'était une histoire qui était écrite par, il me semble que c'est Hugo Manticone, une autre personne qui écrit une histoire, puis toi tu te retrouves à devoir imaginer puis créer. Est-ce que tu travailles souvent dans cette dynamique-là? J'ai fait beaucoup de livres là, en collaboration avec des auteurs. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière là, comme illustratrice dans le livre. Puis à un moment, j'ai eu une idée de livre que j'ai écrit, puis ça a très bien marché. Fait que là, ça c'est un peu... j'ai commencé à faire plus de livres comme autrice aussi. Puis j'essaie de faire de moins en moins de livres en collaboration parce que j'aime vraiment ça, faire mes livres comme autrice. Mais de temps en temps, il y a comme des textes qui m'arrivent que je peux pas laisser passer parce que je les trouve trop drôles. Puis c'est ça, le livre de Hugo, quand Hugo m'a proposé son texte, j'avais vraiment envie de l'illustrer. Là. Je savais que c'était un texte que mes enfants qui ont 9 et 10 ans maintenant allaient aimer. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté. Puis c'est leur livre préféré là, dans les livres que j'ai faits, justement, mes enfants. Ah oui. Toi, tu reçois un scénario, puis c'est toi après qui tu vois comment ça pop et s'il y a quelque chose qui ressort, tu vas de l'avant avec ça? Oui. OK. C'est sûr que, tu sais, j'en reçois quand même souvent là, des demandes pour illustrer des textes, puis même s'il y en a que je trouve intéressants, là, je peux pas dire oui à tout parce que c'est très, très long faire un livre. Fait que si je veux laisser de la place pour mes textes à moi, il faut vraiment que je limite, là, mais oui, dans le fond, quand l'auteur écrit son texte, il envoie le manuscrit, là, souvent ça va être divisé déjà par page ou pas, là. Puis nous ensuite, les illustrateurs, on imagine comment qu'on le met en image ensuite. Et ça te prend à peu près combien de temps, justement, par exemple, si on garde l'exemple de celui-ci? C'est un bon 6 mois, ce livre-là, ouais. Ouais, OK. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette histoire-là? Si on revient au livre. Je sais pas, j'aimais le personnage principal, là, Ovide.
sais, ben, en fait, le sujet, c'est ça se passe pendant une tempête de neige, puis lui, il avait un examen de maths, puis son examen de maths est comme annulé parce qu'il y a une tempête de neige, fait qu'il est trop content d'aller jouer dehors. Fait qu'on dirait que moi, ça venait vraiment chercher l'enfant en moi, là. Je me rappelle, là, comment j'étais contente, puis encore comme parent, là, on dirait que j'haïs pas ça des fois, là, quand il y a des petites pauses imposées par les tempêtes, puis l'ambiance, là. Tu sais, là, on dirait que les enfants, ils vont moins jouer dans la tempête que nous, on allait quand on était jeunes, là. Mais j'aimais ce côté-là. Puis après ça, il y a un côté tout un peu magique là, qui se passe dans le livre. Tu sais, il trouve une télécommande en glace, il pèse sur un bouton, puis la neige, elle arrête de tomber. Puis là, il panique, il repèse sur le bouton, puis la neige, elle se met à remonter, puis lui aussi, tu sais. Puis là, ça se passe dans un nuage vaisseau de bonhommes de neige. Ils font de la neige, dans le fond, pour pouvoir continuer d'exister, là. Fait que j'aimais comme tout le côté loufoque, là, de l'histoire, puis la façon que c'était écrit aussi. Ok. Alors, juste ce que je comprends, c'est que tu puises aussi ton inspiration dans ta vie à toi, personnelle et quotidienne. Ah Est-ce que- oui, Ouais. 100% de mon inspiration. Ben, tu sais, je pense que quand on est artiste, quand on est auteur, ça part quand même toujours de nous, là, tu sais, notre expérience, nos idées, notre façon de voir le monde. Fait que, mais quand même, moi particulièrement, comme quand j'écris, c'est vraiment beaucoup basé sur, c'est un peu les petits trucs drôles de la vie quotidienne, là, tu sais, les anecdotes comiques là, que je vais extraire pour mettre en histoire, comme quelqu'un qui aime raconter ce qui s'est passé de drôle là, dans sa vie. Puis quand j'illustre, ben c'est ça aussi là. Je pars vraiment comme de, c'est ça, ça mon ressenti quand j'étais enfant ou ce que je vois par rapport à mes enfants, à moi ou moi, tu sais, mon point de vue de parent, ça part pas mal tout de là, ouais. Est-ce que je me trompe en disant que, est-ce qu'il peut y avoir Orbi l'illustratrice avant qu'elle soit maman, puis au niveau des aspirations, ou après, je veux dire, ou Ben, tu c'est parles sûr aussi de que ton c'est vraiment enfance? plus riche, là. C'est vraiment plus riche parce qu'avant d'être parent, tu as une idée de ce que c'est la vie de parent, mais quand tu le vis, t'es dedans, là, t'es dans le bordel, t'es dans ce que les enfants font, leur imaginaire, le type de jouet, la façon que ça va traîner à terre, tu sais, les réactions, les interactions aussi parent-enfant. Je sais pas si j'aurais été outillée de la même façon là, si j'avais fait des livres avant les enfants. Tu sais, mon premier livre, je l'ai commencé, j'avais pas d'enfant, La petite rue, le vélo, la lune, puis je suis tombée enceinte pendant que je l'illustrais. Fait que lui, il a quand même été fait dans ma vie d'avant, d'être maman, mais les autres ont toutes été faites quand même là dans une ambiance de je suis maman et je sais c'est quoi. Hmm. Après, sais-tu des maquettes que tu as préparées pour ce livre-là en particulier? À chaque fois que je fais un livre, il y a plusieurs étapes là, par lesquelles je passe. Là, tu sais, je fais pas juste, mettons, recevoir le texte, là, je commence à faire les images en Oui, c'est couleur ça. directement. Là, il y a tout un processus qui se fait. Puis, tu sais, au départ, le premier processus, c'est un peu de, de se demander à quoi les personnages vont ressembler. Là. Il y a ça aussi, je pense, qui a fait que j'ai choisi d'illustrer ce livre-là, là, c'est qu'il y avait des bonhommes de neige. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un livre qui se passe l'hiver. Puis, j'avais envie d'aller comme vers des bonhommes de neige moins typiques là, que ce qu'on dessine. Mettons, on pense à un bonhomme de neige, il y a comme trois boules, un Hmm. chapeau de forme, un foulard, puis bon, finalement, mon personnage principal, il ressemble un peu à ça, mais j'ai essayé de sortir un peu plus du moule pour les prochains. Puis j'ai fait comme une recherche sur Internet. Dans le fond, j'ai sorti plein de bonhommes de neige que je trouvais beaux, puis j'ai demandé aux gens aussi sur Facebook de m'envoyer des photos de leurs bonhommes de neige à eux, fait comme des vrais bonhommes, là, tu sais. Comme lui ici, c'est un bonhomme que mes enfants avaient fait, je le trouvais tellement beau, tu sais, il avait fait plein de boules pour les cheveux. Puis c'est pas quelque chose que j'aurais nécessairement pensé à illustrer là, de prime abord, c'est de mon imagination à moi. Fait qu'il y en a plein comme ça, là. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 pages, là, juste remplies de bonhommes pour me mettre un peu dans le bain. Puis après ça, en dessinant, il y en a tu as après ça certains qui t'attirent plus que d'autres à un moment donné ou? Je les ai un peu toutes mis là, dans le livre. Ah oui, ok. Parce qu'il y a des scènes où il y a beaucoup, beaucoup de bonhommes, là. À un moment donné, on rentre dans une usine, puis il y a plein de bonhommes qui se promènent partout. Fait que là, j'ai pu aller puiser, là, dans cette recherche-là que j'avais faite. Puis pour le personnage, même chose, tu sais, c'est un livre qui devait être fait en couleur restreinte, ce qui est pas le cas de mes autres livres. Fait que ça m'a créé un petit peu de stress. Mais en même temps, je trouve ça le fun de partir avec une contrainte, puis essayer des choses
Fait que, tu sais, j'ai testé comme plusieurs palettes de couleurs, de façon de mettre les couleurs, là. C'est comme là, je me rapprochais plus de la palette finale du livre. OK. Puis ici, là, ça commençait à être plus comme dans les couleurs que j'allais utiliser. Finalement, j'ai travaillé en gris, brun, rouge et bleu. C'est pas deux couleurs, mais presque. Finir à, c'est un résultat final qui ressemble à ça, dans le fond, là. Tu sais, quand je dis qu'il y a beaucoup de bonhommes de neige, là, à l'intérieur, il y a comme quelques double pages comme ça où ça se passe, là, dans l'usine, à neige. Fait que là, j'ai dessiné beaucoup de bonhommes de neige, là, tous ensemble. Puis Hmm. c'était vraiment riche là, d'avoir eu accès aux bonhommes de neige que les gens avaient fait, là, puis les photos qu'ils m'avaient envoyées. Je constate parce que moi, j'ai juste eu accès à la couverture. En fait, Ah, t'as j'avais pas en lu le tête un livre? Ah, livre. Non, mais j'avais en c'est tête vraiment bien. un livre comme beaucoup plus court, plus petit. Mais là, j'observe qu'il y a quand même des pages en Non, conséquence. c'est un roman. En fond, c'est un roman jeunesse. Il y a D'accord, ok. 128 pages. Puis ça a été écrit comme un roman, là. Il y a des chapitres, puis il y a plus de textes que mes livres habituels. Puis moi, c'est la première fois que j'ai illustré un roman, puis j'ai pas été capable de l'illustrer comme un roman, là, juste une image de temps en temps, là. Je l'ai vraiment illustré comme si c'était un Ok. album jeunesse, là. Fait que chaque page, en le fond, a des illustrations, plus ou moins grandes, là, mais D'accord, ok. Oui, donc ça te donnait peut-être plus de travail qu'à l'habitude. ouais, beaucoup plus. En D'accord. même temps, euh, l'univers était quand même pas trop complexe à dessiner, là. Tu sais, mettons que j'aurais eu une histoire de pirate sur 128 pages, je suis pas sûre que j'aurais pris le mandat. Ok, d'accord. Mais, tu sais, ça, c'était tu sais, ça restait simple quand même, là, tu sais, pour le niveau de détail puis de décor. Il y a quand même beaucoup de bonhommes de neige quand même, là, mais Hmm. ça, je pense que l'approche aussi en couleur restreinte m'a permis de sauver du temps, là, au moment des illustrations finales, là. Mais c'est certain que 128 pages, c'est mon plus gros livre. C'est, Ouais, ouais. hein. Parce que quand tu es rendu, justement, toi, tu as lu l'histoire et puis tu commences à penser aux personnages, comme tu nous as montré, les bonhommes de neige, tout ça. À partir à un moment donné, est-ce que c'est toi qui décides, là, je vais mettre une image ou pas? Ou est-ce que Ouais. tu proposes quelque chose à l'auteur, à celui qui a écrit l'histoire? Ben, dans le fond, à partir du moment où j'avais envie d'illustrer le livre avec Hugo, on l'a proposé à un éditeur. Parce que le travail éditorial, c'est beaucoup justement, tu sais, le lien, ben, juste de voir si le match entre l'auteur et l'illustrateur marche bien, puis choisir quelle histoire qui, eux, leur plaît pour publier. Puis aussi de voir que ça marche bien, là, tu sais, chaque page, la mise en page, l'utilisation des images à tel endroit ou non. Puis comment on fonctionne habituellement, c'est on fait tout le livre comme en croquis, puis on envoie ça à l'éditeur là comme en PDF, puis lui il peut voir là si ça fonctionne bien, c'est ça là juste voir si c'est toujours comme les bons choix qui ont été faits dans les images, mais la première étape c'est vraiment on le fait tout seul là avec notre imagination, puis on essaye de voir, tu sais de mettre sur papier comment on imagine chacune des scènes là, tu sais. Qu'est-ce qu'on illustre pas, de quel point de vue, est-ce que ça va être une grande image ou plus des petites cases. Fait que ça, c'est comme Oui. l'étape après, là, les personnages, là, qui est l'étape des croquis, puis un peu ce qu'on appelle le storyboard, là, le scénario-image. Puis maintenant, plus que toi, en tant qu'illustratrice, est-ce que quand tu termines un projet de même, donc qui dure 6 mois, as-tu un temps d'intégration quand tu passes à autant de temps, ta tête comme ça là-dedans, à créer quelque chose, et puis où tu enchaînes assez vite, ou ça dépend juste du travail ou des demandes qu'il y a? Comment ça fonctionne Comme sur... entre les projets, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, quand tu as Ben, fini je un projet de m'effondre. même. Parce que c'est vraiment un travail intensif, là. Puis ouais, j'ai toujours quand je termine un projet, là, il y a vraiment toujours un gros creux là, énergétique, créatif. Ouais, j'ai vraiment besoin, mon Dieu, il y a un livre qui est tombé. J'ai besoin de planifier faut vraiment que je planifie ça dans mon année, là, les moments de récupération puis de repos, là, pour tu sais, recharger la batterie pour pouvoir commencer un autre projet, là. Tu sais, je peux pas faire deux livres tout de suite, un après l'autre, là. Sinon, c'est sûr que je tombe en burn-out, là. Faut Ok. vraiment, ouais, c'est mon rythme à moi, là, parce que quand je travaille sur un projet, je me donne vraiment beaucoup.
Fait que c'est vraiment comme un gros rush, là. Fait que c'est pour ça que j'ai des moments plus calmes là, entre les projets. Quand il y a l'impact, c'est ça. Parce que là, je vois que t'es finaliste et Oui. L'impact de recevoir ou pas le prix sur la reconnaissance de ton travail, dans le fond, est-ce que ça joue, à quel point ça joue justement dans C'est sûr que ça donne vraiment une grosse visibilité au livre. Là, déjà, d'être finaliste, ça donne une visibilité au livre puis une reconnaissance, là. Mais c'est certain que d'avoir le prix, ça a un énorme impact, là. Tu sais, le livre va avoir une promotion plus grande dans les librairies, puis l'éditeur reçoit aussi des sous pour faire la promotion du livre, là. Puis c'est certain qu'il y a une grosse bourse aussi d'associer à ce prix-là. Là. C'est la plus grosse bourse dans les prix canadiens là, pour l'enfance. Fait que ça, c'est non négligeable aussi pour dans nos carrières artistiques là, d'avoir accès à de l'argent pour nous soutenir notre travail. C'est pas toujours facile là, d'avoir un revenu décent de ça. Là. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même basé sur le nombre de livres qui se vendent, c'est ça qui te rémunère quand même, non? Si je comprends bien. Oui, c'est sûr que quand on est artiste, on fait d'autres affaires là, comme des ateliers dans les écoles, puis d'autres petits contrats, mais c'est certain que ça reste toujours précaire parce que on n'a pas accès à l'assurance emploi, on n'a pas de filet social quand on est travailleur autonome. Fait que c'est certain que d'avoir accès à une bourse plus importante en argent, ben ça nous permet de faire notre propre filet social. Là. Ouais. Est-ce que des livres jeunesse comme ça ou des livres que tu fais là depuis quelques années, parce que j'avais une question qui était plus basée sur la technologie aujourd'hui, est-ce que c'est aussi des livres qui peuvent se trouver numériques, j'allais dire, ou peuvent être vendus de façon... Je pense que tous les livres sont disponibles là, en e-book ou en PDF. Okay. Là. Ça, c'est plus les éditeurs qui gèrent ce côté-là, mais normalement, sur les libraires encore.ca, on peut acheter le livre numérique ou le livre papier. Puis ce livre-là, le Cumulus Maximus, là, il y a un volet en réalité augmentée. Dans le fond, quand on a terminé de faire le livre, l'enfant est invité à faire une chasse aux flocons de neige spéciaux. On a comme caché des flocons de neige. Puis quand on télécharge une application gratuite, là, Artivive, ben, en pointant le téléphone sur ces pages-là, ben là, il y a de la réalité augmentée qui se déploie, là, puis c'est beaucoup de la médiation culturelle. C'est moi puis Hugo, l'auteur, qui explique soit comment, le processus, où il y a des petites capsules humoristiques aussi sur des faits plus scientifiques. Puis, fait que c'est ça, il y a un volet plus numérique là, d'associer à ce livre-là. Wow, ça évolue. Ouais. Bah, c'est le fun de rester en format papier. Moi, j'adore ça, comme oui, moi, je suis toucher le livre. Moi, mais je suis quand même un peu geek, alors des fois d'avoir des trucs qui t'amènent dans un univers différent. Une fois que t'es passé au travers du format papier, c'est le fun. Ouais, ben moi, j'ai pas de téléphone intelligent, là, fait que j'ai pas pu le tester tant que ça, sauf en empruntant celui à mon chum. Mais les enfants, ils ont vraiment aimé ça, puis j'ai des beaux retours aussi de gens qui ont revisité le livre après là avec la réalité augmentée pour savoir un peu plus comment le livre est fait. Puis il y a un petit atelier aussi à la fin où on invite les enfants à faire un bonhomme de neige ou à le dessiner. Puis fait que ça ajoute comme une autre dimension là, au livre. Là, t'as le livre papier, mais après ça, t'as comme l'expérience que tu rencontres l'auteur, l'illustratrice. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689 5553. Le Centre de services scolaires des Chic-Chocs et la commission scolaire Eastern Shores ont annoncé conjointement à Gaspé l'offre du diplôme d'études professionnelles conduite d'engins de chantier.
D'une durée de 1095 heures, ce programme, qui sera disponible dès l'automne 2025 à Saint-Anne-des-Monts et New Carlisle, si tout va comme prévu, permettra d'acquérir les connaissances, les habiletés et les aptitudes nécessaires pour exercer avec compétence les tâches relatives à la conduite de machinerie lourde. Ainsi, vous entendrez tour à tour Mme Josée Sinotte, directrice générale par intérim du Centre de services scolaires, Mme Denise Simoneau, directrice générale de la commission scolaire Eastern Shores, et du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix. Écoutez, le programme Conduite d'engin de chantier, c'est un programme très attractif pour nos jeunes, nos élèves, et c'est un programme qui est très en demande étant donné la pénurie de personnel dans le secteur de la construction. Donc, ce programme-là permet aux diplômés de se trouver rapidement un travail et dans ce milieu-là. Vous allez être seulement le troisième endroit au Québec, si je comprends bien, qui va offrir ce programme? Le troisième pôle au Québec, le seul dans la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles. Donc, auparavant, les jeunes de la Gaspésie devaient soit déménager à Québec ou dans le secteur, la Rive-Sud de Montréal pour pouvoir faire cette formation-là. Dorénavant, nos jeunes Gaspésiens pourront la faire ici, dans notre région. Est-ce que c'est le seul programme que vous offrez conjointement avec la commission scolaire Eastern Shores? Oui, c'est le seul programme pour le moment, mais c'est un début de collaboration. Donc, d'autres projets devraient venir dans le futur. Des exemples? Écoutez, il y a plein de formations qu'on pourrait regarder ensemble. On n'est pas rendu là, mais c'est sûr que c'est une première. Donc, on pourrait déjà partir avec nos programmes actuels puis voir ce qui pourrait être fait. Mais pour le moment, on n'a pas encore été de ce côté-là. Mais on est ouvert, les deux organisations, à une belle collaboration. De mémoire, ça fait au moins une quinzaine d'années, si je m'abuse, qu'on essayait d'avoir ce programme-là du côté de Saint-Anne-des-Monts. Ce programme-là, oui, ça fait plusieurs années. C'est un projet là, dont tout le monde rêvait du côté de la Haute-Gaspésie. On a la délocalisation avec le Centre de services scolaires des navigateurs a permis au Centre de services scolaires des Chic-Chocs de développer une expertise. Donc, ce qui nous a favorisé pour l'obtention de la carte conduite d'engin de chantier. Même chose du côté de Eastern Shore, qui avait donné la formation avec une autorisation provisoire, développant ainsi une expertise et des compétences pour ce programme-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné comme leader et ça a favorisé l'obtention de la carte. Est-ce que vous avez déjà tout le matériel ou c'est toutes des choses qu'il faudra acheter là, dans les prochains mois? C'est sûr que les infrastructures sont déjà là. On a une équipe d'enseignants déjà compétents. Il y aura d'autres achats à faire. Notamment au niveau de la machinerie, mais pour le moment, là, au niveau des infrastructures, le fait d'avoir ces infrastructures-là, ça vient beaucoup diminuer le coût d'implantation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'obtention de ce programme-là pour Eastern Shores? Ça représente une excellente nouvelle pour notre commission scolaire parce que c'est une carte permanente, donc c'est une carte qui est très attractive. La demande est là pour diplômer beaucoup de jeunes qui ne seront pas obligés de quitter la région pour suivre cette formation-là. Et juste au niveau des compagnies qui nous sollicitent aussi pour former les jeunes, enfin, on peut décider combien de jeunes on va former. Et avoir la carte en permanence, c'est toute une différence pour notre commission scolaire. Ça vous dit quoi, une annonce comme aujourd'hui? Ça nous dit que nous sommes très heureux, monsieur, très heureux d'une part pour les jeunes de notre région, les jeunes autant francophones, anglophones qu'autochtones. Donc, je pense que là, un coup de chapeau qu'on doit souligner sur une collaboration qui amène des perspectives très intéressantes pour nos jeunes en région qui sont intéressés par une carrière dans la construction. Donc, premier élément là, que je trouve très important de dire. Le deuxième, la collaboration entre les parties prenantes, entre les acteurs. Ça mérite d'être souligné. Je pense que ça fait la preuve qu'une volonté commune d'arriver à des objectifs communs fait en sorte que nous serons au rendez-vous comme gouvernement à ce niveau-là. Et puis, en troisième lieu, je pense à toute la partie professionnelle qui se rattache au niveau du développement des compétences. Donc, de garder notre monde aussi en région en termes de capacité de transmettre. Hein? Je pense que c'est très intéressant aussi, considérant que les gens vieillissent, hein? La filière vieillit, donc ces gens-là mettent à contribution autrement leur expertise. Donc, je souligne ça aussi. Je suis très heureux aujourd'hui.
La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Le nouvel aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé a été inauguré le 16 octobre dernier en compagnie des élus des différents paliers de gouvernement. C'est un projet qui a nécessité plusieurs années de travail, comme nous l'indique Diane Boutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Ben oui, ben écoutez, lorsque j'étais préfète, même, on avait eu des grosses discussions à l'effet si on devait garder ou fermer l'aéroport. Ça faisait partie des discussions à l'époque. Puis au niveau des décisions qui avaient été prises par le Conseil des maires, ça a été de mettre 1 million de côté pour éventuellement un projet de développement de l'aéroport. Donc, le piètre état de l'aérogare a fait en sorte que le projet s'élevait à 2,5 millions de dollars, dont 1,5 million qui provient de Développement économique Canada. En tant que destination touristique, la région se devait d'avoir des infrastructures pour accueillir la clientèle, ajoute Diane Boutillier. Bien, écoutez, dans l'ensemble du projet, on parle d'investissements de plus de 1,5 million de dollars pour mettre l'infrastructure au niveau de l'aérogare. Puis là aussi, quand on recevait des gens au niveau du développement touristique, parce qu'on a beaucoup les rivières à saumon, des gens, des touristes qui viennent l'été, qui utilisaient la piste. Puis je vous dirais que le bâtiment qui était là auparavant, on avait des trous dans le bâtiment. Il manquait des lettres sur Aéroport du Rocher-Percé. C'était triste là, de voir les gens arriver chez nous. Donc, si on est une destination, on se veut une destination qui peut recevoir du tourisme à l'international. Donc, ça prend les infrastructures nécessaires pour les recevoir, puis développer aussi la région. Donc, très fier de ce qui est annoncé aujourd'hui pour le développement du milieu. Le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé a contribué à l'investissement de ce projet, souligne Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé. En fait, c'est le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé qui a fait vraiment la mise de fonds de 670 000 $. Donc, c'est vraiment dans nos fonds à nous qu'on a été chercher. On a vraiment mis en place la mise de fonds pour le projet. Donc, il y a eu l'investissement des 2 paliers de gouvernement, soit le Québec et avec le Canada. Et c'est vraiment pour l'amélioration et pour l'agrandissement de notre aérogare. L'apport du gouvernement du Québec est de 470 000 $. Samuel Parisé nous explique à quoi ont servi les fonds investis. On a agrandi de 70 notre superficie. Donc, maintenant, ce qui est accessible, c'est que l'espace pour les contrôleurs est vraiment sorti de notre aérogare. Donc, c'est plus sécuritaire, c'est plus accessible pour eux d'avoir comme une vision qui est plus complète. Donc, on a aussi fait certaines installations pour des comptoirs d'accueil, pour une salle d'attente qui est plus optimale. Il y a des comptoirs pour les bagages aussi. Donc, on s'est vraiment mis au goût du jour pour être plus efficace, plus efficient et plus sécuritaire aussi. Étant donné qu'il y a un service de transport ambulancier par avion, ces nouvelles installations permettent d'améliorer l'efficacité des services. Donc, c'est quelque chose qui était quand même prioritaire de notre côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre population ait accès à des soins de santé et de services sociaux qui sont de qualité. Donc, parfois, on a des services qui ne sont pas accessibles de notre côté. Donc, le fait qu'on puisse avoir accès à des installations qui sont sécuritaires, qui sont optimales pour l'atterrissage des avions, par exemple, là, on a aménagé une piste qui est juste pour l'ambulance qui peut se rendre directement sur notre Thermac. Ils ont accès à un local à eux, ici aussi avec leurs civières, avec leurs installations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit efficace et que les soins soient donnés le plus rapidement possible. Samuel Parisé se dit particulièrement fier des installations. Donc, c'est un beau projet. Je suis très fier de ça aussi. Donc, on a des installations qui sont de qualité, qui sont sécuritaires, qui sont très belles aussi. Donc, on a fait vraiment comme un partenariat aussi avec l'organisme Courant culturel, avec 2 artistes de notre région aussi. On a une belle murale qui représente l'histoire de notre MRC, l'histoire de la Gaspésie. Donc, je ne suis pas gêné s'il y a des gens qui vont atterrir
ici, qui vont venir voir notre belle et grande région, qui vont venir la visiter, qui vont venir faire des affaires ici aussi. Donc, le fait qu'on ait des belles installations, ça va leur permettre de pouvoir avoir un bel accueil aussi et que le tout soit vraiment beau à l'œil également. Pour Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, avec ces nouvelles installations, la MRC est prête à faire des démarches pour accueillir une plus grande variété d'avions, ce qui renforcera le développement économique et l'accessibilité de la région. Puis l'aéroport Rocher-Percé, on a toujours dit que c'était un outil de développement économique très important. Donc de savoir en 2024 qu'on a réussi à faire le prolongement de la piste, puis qu'aujourd'hui c'est l'inauguration de l'aérogare. Donc là, présentement, on a l'outil, l'infrastructure qu'on avait besoin pour entamer les démarches, pour s'assurer d'avoir le maximum de vols, autant public que privé, à partir de l'aéroport Rocher-Percé. Le fait aujourd'hui de savoir qu'on peut être en mesure d'offrir un service ambulancier à notre clientèle pour des déplacements. Au niveau de la MRC Rocher-Percé, comme vous le savez, est la capitale touristique de Percé. On veut faire beaucoup du développement touristique. Puis maintenant, on a l'infrastructure qui est adaptée pour être en mesure d'accueillir tout type d'avions, même des Boeing, pour assurer et accompagner le développement du territoire touristique puis aussi du secteur des pêches. Lors de cet événement, il a été souligné le travail exceptionnel qu'a fait Marcel Lavoie depuis les débuts des opérations de l'aéroport, soit depuis 27 ans. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Le 16 octobre dernier s'est tenue l'inauguration de la piste d'athlétisme située au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière. C'est un investissement total de 732 000 $, dont 550 000 $ de Développement économique Canada et le reste fourni par la Ville de Grande-Rivière. Ces installations permettront de diversifier l'offre sportive à Grande-Rivière en incluant des compétitions et la population est invitée à venir en profiter pour ses activités sportives. Vous entendrez tout d'abord le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, par la suite la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, et enfin l'entraîneuse du club d'athlétisme Les Lobsters, Brigitte Paradis. On a fait l'inauguration officielle de la piste d'athlétisme. On vient concrétiser le projet. Qu'est-ce que ça vous fait de voir c'est enfin complété? Écoutez, c'est sûr que on est très fiers de la piste d'athlétisme. Moi, quand je suis rentré maire en 2017, en prenant connaissance un peu de l'ensemble des dossiers de la ville, on savait très bien qu'il y avait une politique familiale en cours, politique MADA. On avait même eu l'arrivée avec Brigitte Paradis qui avait commencé à initier des cours d'athlétisme ici à Grande-Rivière en faisant un club. Puis nous, c'est sûr, certain, avec la demande de l'ensemble de la population d'avoir un endroit sécuritaire dans lequel on peut marcher, répondre aux besoins de la population. Dans le cadre de la COVID, il y a eu comme un programme qui était disponible au niveau du Développement économique Canada. Donc, entre-temps, nous, on avait fait faire un peu les évaluations des travaux. On parle des coûts de travaux d'environ 732 000 $. Donc, c'est sûr que ce montant-là, nous autres, la Ville, on n'avait pas la capacité financière pour aller de l'avant. Comme vous le savez, on est une population de 3 500. Par contre, Développement économique Canada, en déposant une demande d'aide financière, on a été en mesure d'aller chercher un montant de 551 000 $. Donc, il restait à peu près 200 000 à compléter. Puis, grâce à l'appui de certains partenaires financiers que je tiens à remercier, entre autres, Gagnon et Fils, Picherie Michel Collant, Habitation Douglas Leblanc. On a aussi Distribution Bernatchez.
qui étaient des partenaires, qui nous a permis là, de ficeler le financement. Donc, à la piste d'athlétisme, de voir aujourd'hui qu'il y a un club de marche qui est en place, que de nos personnes âgées, que quand il y a des activités de fondation, que ce soit pour ramasser de l'argent au niveau du cancer de l'Est du Québec, il y a des activités qui se félicitent. On a même là maintenant un parascolaire qui est en place là, avec le littoral. Puis la piste d'athlétisme, là, je vous dirais, dans l'Est du Québec, c'est la plus importante. Puis moi, dans un autre niveau, d'essayer de trouver des façons pour faire du développement économique, d'apporter le maximum de retombées économiques, c'est que je trouvais regrettable qu'on n'avait pas les infrastructures dans la Rocher-Percé pour faire des compétitions régionales, entre autres avec l'ARCIC. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Grande-Rivière, que ce soit avec la piste d'athlétisme, que ce soit avec le nouveau gymnase à l'école du Bon Pasteur, puis avec le gymnase de la Polyvalente, si j'inclus les infrastructures à Chandler, ben on est en mesure de pouvoir acquérir des activités chez nous. Puis Brigitte Paradis, puis le club d'athlétisme me parlait même éventuellement d'organiser peut-être des compétitions régionales d'athlétisme ici à Grande-Rivière. Donc c'est un plus. Je vous dirais que ça va nous permettre là, de développer des nouvelles activités chez nous. La qualité de vie, c'est important. Donc, souvent, des gens, ils veulent trouver des endroits pour venir s'établir. Donc, présentement, à Grande-Rivière, je pense qu'au niveau du milieu de vie, que ce soit service de gaz, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des infrastructures sportives, je pense pour une population de 3500, là, on est rendu qu'on se démarque. Puis il faut être fier parce que elle est utilisée tous les jours. Puis j'invite à l'ensemble de la population, pas juste ceux de Grande-Rivière, mais de la MRC au complet. Parce que comme vous le savez, la contribution de 551 000 ont été allés chercher. C'est pour l'ensemble de la population. Donc je vous invite là, à venir faire un tour, de venir l'essayer si les gens qui l'ont jamais utilisé, mais vous allez l'apprécier. Puis je pense que vous allez vous assurer de continuer à pratiquer les activités ici à Grande-Rivière. Surtout venir marcher, courir, peu importe, là, mais c'est important. Le gouvernement fédéral a embarqué dans le projet de la piste d'athlétisme de Grande-Rivière. C'est quelque chose que vous trouviez important pour la région? Oui, on a travaillé justement avec la ville de Grande-Rivière, puis c'était vraiment un projet qui était important au niveau de la piste d'athlétisme, autant pour la population de Grande-Rivière, puis de toute la MRC de Rocher-Percé, mais aussi pour les étudiants. On sait qu'on a l'École des pêches et d'aquaculture du Québec, la Polyvalente qui est à côté, les personnes âgées, les aînés qui utilisent la piste d'athlétisme. Donc, c'était important au niveau du gouvernement. Puis c'est plus de 550 000 $ là, qui ont été investis pour la piste, pour un système d'éclairage, des panneaux, les panneaux d'affichage aussi là, électroniques. Donc, des bons investissements là, pour les communautés. En tant que citoyenne de la région, trouvez-vous ça important, ce genre d'infrastructure-là? Oui, c'est important parce que, ces infrastructures-là, c'est bon ça améliore la qualité de vie des citoyens. Ça fait la promotion au niveau de l'exercice, de l'activité physique. C'est aussi un endroit qui est sécuritaire. Les gens peuvent venir, vont être en groupe. Les madames vont se parler là pendant qu'ils vont marcher. Puis ça permet aussi pour peut-être des groupes communautaires de pouvoir faire des activités de financement au niveau des... fait que ça peut juste être un plus là, pour une collectivité. Puis comme je le mentionnais aussi, c'est un endroit qui est quand même... C'est sécuritaire, les gens, c'est dans le centre du village, les gens sont quand même assez près de chez eux. Si les gens sont fatigués, s'il arrive quelque chose, ben l'endroit est sécuritaire. Ça fait que ça, c'est plaisant. Puis on peut même, je dirais, j'encourage aussi, même au niveau des jeunes familles, les mamans, les jeunes, les nouvelles mamans, là, de pouvoir venir avec les poussettes, puis tu sais, marcher avec les enfants. Donc, c'est vraiment un bel endroit, c'est un beau lieu. Puis c'était un beau projet qui a été présenté par la Ville de Grande-Rivière. Fait que pour moi, là, ça a été un plaisir de supporter la Ville puis de les accompagner par le biais là, de Développement économique Canada pour la réalisation de ce projet-là. L'idée de la piste d'athlétisme, vous l'avez apportée aux responsables de la Ville, de voir que ça s'est maintenant concrétisé. Comment vous trouvez ça?
Bien, c'est sûr que pour moi, c'est beaucoup d'émotions, parce que c'est 10 ans, là, 10 ans de travail, parce que quand je suis arrivée ici en 2015, ça fait 10 ans cette année, je suis à Grande-Rivière, j'ai parti de mon propre club, puis je croyais à ce club-là, à sa réussite, mais je croyais aussi au fait peut-être d'avoir une bonne infrastructure à offrir aux jeunes pour qu'ils puissent s'entraîner sur de meilleures conditions. Puis aujourd'hui, de voir que ça s'est concrétisé, qu'on a coupé le ruban, là, oui, c'est énormément d'émotions pour moi. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour plus tard? Bien, c'est certain qu'à ça qu'on a la piste d'athlétisme, c'est sûr, j'aimerais améliorer les infrastructures autour de la piste, comme une aire de saut puis une aire de lancer, parce que pour recevoir des compétitions de certains niveaux, il nous faut une aire de lancer, une aire de saut qu'on n'a pas en ce moment. Donc, on a une belle piste, mais on n'a pas les autres choses autour qui fait pour recevoir de compétition, parce qu'en athlétisme, il n'y a pas juste la course, il y a des lancers, des sauts. Donc là, on va travailler les projets pour avoir une aire de saut en longueur et une aire de lancer. Donc, avec ça, on va pouvoir attirer des compétitions régionales. Oui, on va pouvoir attirer des compétitions de niveau régional, comme les Jeux de l'Est du Québec, des choses comme ça, mais on ne peut pas avoir de compétition de niveau provincial parce que notre piste mesure 375 mètres. Et selon les règles de la Fédération d'athlétisme du Québec, il faut une piste de 400 mètres à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on ne dépassera pas les compétitions régionales. On ne pourra jamais avoir des compétitions de niveau comme les Jeux du Québec, là, les compétitions de niveau provincial. Sinon, vous êtes fiers de ce qu'on a maintenant? Il faut être fier, Jean-Denis. Ici, Grande-Rivière, une population de 3400 habitants. Aucune place au Québec, à travers le Québec. Puis moi, j'en ai fait des lieux pour la compétition et l'entraînement. Ça fait 50 ans, je suis dans le monde de l'athlétisme. Il n'y a aucune ville de moins de 5000 habitants qui a une piste d'athlétisme synthétique dans sa ville. Donc, on peut-tu être fier ici à Grande-Rivière? On en a une. Donc, merci énormément à l'équipe municipale. Merci à Gino aussi, notre maire, qui a cru à mon projet, aussi à Ken, le DG, à Philippe Moreau aussi, parce qu'on lui puis moi en premier qu'on a parlé, l'ancien directeur des loisirs. Donc, merci à tout le monde d'y avoir cru. Merci, merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, on reprend notre saison avec nos rencontres mensuelles. Oui. Et cette fois-ci, on a plusieurs sujets. On va commencer par un sujet probablement des plus importants. On a appris tout récemment que le travail sur lequel vous travaillez depuis des années, et que vous êtes même porteur vous-même de ce projet-là, vous l'avez porté à bout de bras. Moi-même, je l'ai dit en ondes il n'y a pas très longtemps, la zone d'économie bleue. C'est un nom de la part du gouvernement du Québec, confirmé par le député de Gaspé à Gaspé. Ce que lui invoque, c'est un manque de financement privé et qui ne serait pas en phase avec certains projets concrets, combiné à un problème de gouvernance. En gros, c'est la raison de Québec. On reçoit comment ça, vous, monsieur le maire de Grande-Rivière? Bien, je ne vous le cacherai pas, tu sais, que le 7 octobre, quand on a eu une rencontre avec le sous-ministre, puis avec les représentants au niveau administratif, là, qui étaient beaucoup impliqués au niveau du dossier, puis qu'on a eu comme réponse, là, comme quoi, que contexte budgétaire, le fait qu'on n'a pas encore de joueurs majeurs internationaux d'attachés au projet, puis semblerait-il que pas assez d'investissement privé là, dans le cadre du projet. Ça a été un peu comme une douche froide là, qu'on a reçu à ce moment-là, parce que moi, j'étais plus dans un état d'esprit. J'attendais de vraiment connaître c'était quoi les attentes du gouvernement en termes de financement privé. Le nombre de projets
Parce que tout dernièrement, comme vous le savez, avec la dernière visite du ministre Fitzgibbon, c'est que semblerait-il que le projet, il restait juste là, à connaître un peu la hauteur des investissements privés. Puis moi, j'étais au courant un peu de plusieurs projets là, dans lesquels on travaillait. Là. Donc, à ce moment-là, pour qu'on parle d'investissement privé, quand on parle d'investissement privé majeur, oui. Nous, on nous a demandé de travailler sur ces dossiers-là. Donc, on avait 2 dossiers spécifiques qui étaient dans le cadre du projet. Puis nous, on voit toujours les orientations aussi de l'administratif. Ce qui est important là, de comprendre, c'est que je veux juste faire un petit retour en arrière pour en arriver, pour assez bien comprendre. Oui, oui. C'est quoi, tout d'abord, là, quand il y a eu les projets de zone d'innovation, c'est une initiative du MI. Donc, nous, au niveau de la MRC Rocher-Percé, on a décidé de déposer notre propre projet. En contrepartie, on savait que le Bas-Saran déposait un projet aussi. À un moment donné, on a eu une rencontre avec le ministère, entre autres le sous-ministre du MI, puis il nous a fait part qu'il n'y aura pas de projet de zone d'innovation dans toutes les régions du Québec. Il va y avoir un maximum de 8-9 zones au Québec. Puis, si on veut se donner vraiment une réelle chance d'avoir une zone au niveau de l'économie bleue, ça serait important peut-être de travailler ensemble. Donc là, à ce moment-là, on était un peu, par la force des choses, forcés à travailler avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, nous, notre projet, notre force, c'était la capture, la transformation. Ouais. Puis le Bas-Saint-Laurent, c'était les biotechnologies marines, puis recherche-développement. Puis en plus, on avait l'UQAR qui devait être là, mais l'UQAR elle couvre l'Est du Québec. Donc, on a travaillé ensemble, puis je pense que ça a été une bonne solution parce qu'en réalité, on était très, très complémentaires. Moi, j'avais beaucoup d'acteurs au niveau de capture, transformation. On ne se cachera pas que Rimouski soit reconnu avec le niveau de l'innovation. Donc, le 9 décembre 2022, on a présenté le projet. Suite à la présentation du projet, le comité interministériel qui faisait partie de l'analyse du projet nous a fait part que notre projet administratif, on avait la note de passage pour continuer. Donc, on a eu le financement pour être en mesure de poursuivre nos activités. L'autre date stratégique qu'on a eue, c'est qu'au mois de novembre 2023, on a eu une rencontre avec le ministre Fitzgibbon. C'était en réalité super ministre. On savait que c'était une décision politique. Donc, il fallait avoir l'aval du ministre Fitzgibbon qui a été donné avec des conditions dans lesquelles on devrait répondre. C'est-à-dire travailler sur des projets porteurs. Un, dans le secteur Rocher-Percé, qui est un peu le parc bioalimentaire marin à Sainte-Thérèse pour l'accueil des startups. Puis au niveau de Rimouski, on travaillait plus sur un projet d'agrandissement avec le CRBM. C'était les 2 projets. Au niveau, il y a eu un autre événement qui est arrivé au mois de mars cette année. On ne se le cachera pas, là, ça a fait les médias. Au niveau de la gouvernance, ce qui se passait avec l'entité Soper puis Novarium. Mais c'était des entités indépendantes qui étaient un peu là, des organisations, oui, qui faisaient partie un peu de l'écosystème. Sauf que nous, à ce moment-là, il nous a été demandé de travailler plus au niveau de la gouvernance pendant la période estivale. Donc, on a posé la question, est-ce que ça met un frein? À ce moment-là, non, ça ne met pas un frein. On vous demande de régulariser la gouvernance. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a approcher les administrateurs qui avaient été ciblés pour être en mesure d'avoir un réel conseil d'administration qui est composé du recteur de l'UQAR, du directeur général de l'ISMER. On avait David Courtemanche aussi, VP, qui est Mérina. Moi, je suis secrétaire trésorier en tant que maire. On avait aussi là, des représentants d'entreprise. Henri Capperton, Pêcherie d'Estuaire, l'ancien directeur général de Gagnon et Fils. Puis on avait aussi Raphaël Cyr-Lelièvre de Lelièvre-Lemoyen. Alors, comme observateur, on avait le représentant du MI, Denis Loric. Donc, et M. Moreau aussi, peut-être? Puis M. Moreau, on avait les 2 directeurs généraux. Oui, effectivement, nos 2 directeurs généraux, parce que, veut pas, c'était un projet dans lequel on a une orientation de développement économique pour les 10-15 prochaines années. Donc, on avait tous mis ces acteurs-là. Donc, pendant la période estivale, moi, ma préoccupation, c'était les investissements privés. Donc là, moi, suite à cette réponse-là, présentement, ce qui ressort comme information, pas d'investissement privé. Juste dans le centre d'innovation, là,
à Grande-Rivière, le district d'innovation maritime. Là, quand je te parle des industriels, je te parle de Gagnon et Fils, le lien moyen, Poisson salé gaspésien, Crustacés Gaspé, FIPEC, Métal Plus, Conception FMP, mettons, à Newport. Là. Juste ces projets-là, là, à eux, ils avaient des projets pour presque 50 millions d'investissements privés. Quand même. 50 millions. Puis je vous dis juste que la première zone qui a été annoncée à Sherbrooke, là, il y a une entreprise qui a investi 100 millions. Moi, j'avais un groupe d'entreprises dans Rocher-Percé qui avait 50 millions d'investissements privés. Puis je ne vous parle pas des investissements à Rimouski. Ce 50 millions-là, rapporté de l'ensemble des investissements pour notre secteur à nous, c'était de 246 millions. Donc, est-ce qu'on avait des investissements privés? Oui. Est-ce qu'au niveau administratif, le dossier se tenait? Parce que si, à maintenant, ça prenait absolument un investisseur étranger d'ordre international, comme qui a été mentionné, bien, en décembre 2022, il nous aurait dit « Vous n'avez pas tout le portrait réel pour être en mesure de pouvoir avoir une zone d'innovation. » Mais on a continué. Puis quand on est arrivé à la rencontre, puis là, à ce moment-là, on nous a fait part, bien, vous n'avez pas de dossier à portée internationale. Mais on a deux présentement qui Investissement Québec travaille, qui est Amor Seafood, puis Aqua Boreal. Aqua Boreal, c'est un projet de 530 millions. Puis Amor Seafood, c'est un projet de 80 millions. Puis notre objectif, c'est qu'avec Amor Seafood, c'était de travailler pour reprendre un peu la continuité à Newport, là, au niveau marin, comment tu appelles ça, au niveau des pétoncles, l'élevage de pétoncles, à Newport. Donc là, c'est un dossier présentement qui est comme un peu en arrêt. Donc on voulait avoir la continuité de ce dossier-là parce que le bâtiment est là, la prise d'eau de mer est là, puis les permis sont en vigueur. Donc, moi, personnellement, ce que je mentionne, c'est sûr, certain que, la seule chose que je peux juste dire, c'est que quand on dit que le dossier est sur le bureau du ministre, donc là, c'est une question politique. Donc, le politique, il y a eu un changement de ministre, puis dans l'espace de 2 semaines, ben, on se fait dire non. Donc, pour ce qui me concerne, quand je dis que c'est une décision politique, ben, c'est une décision politique. Ça pourrait ne pas être étranger au changement de ministre. Ça pourrait. Reste que nous, on a posé la question, nous, à la radio, au député Stéphane Sainte-Croix, qui a dit non, ça n'a rien à voir avec le changement de ministre. Ce qu'il a dit à la radio, c'est ceci. Nous avons briefé la nouvelle ministre, Mme Fréchette, de ce dossier-là. Nous avons, évidemment, qui connaissait bien le dossier, Mme Maïté Blanchet-de-Vézina. Alors, tous les gens qui devaient être briefés lors du changement de ministre, ça a été fait. Reste qu'au final, ça a été non. On fait quoi à partir d'aujourd'hui? Bien, écoutez, moi, c'est sûr que le processus là, dans lequel qu'on est impliqué présentement, au niveau, ce qui est côté positif qui ressort de ça, c'est qu'on est en mesure d'aller de l'avant avec le projet du Carrefour d'innovation, un investissement de 25,6 millions qui est en cours de construction présentement avec Mérina, donc nous permettre d'avoir un centre de recherche-développement à proximité. Même dans le cohort de la zone d'innovation, bien, on a réussi à attacher le financement pour la première phase au niveau de la municipalisation du parc, mettons à 4,7 millions. Là, présentement, il nous est proposé de travailler sur un projet porteur là, pour la Gaspésie, entre autres à Grande-Rivière, puis un projet porteur à Rimouski. On est résiduel pour travailler là-dessus, donc le CA est en place. Okay. Malgré qu'on a présenté cette nouvelle très négative, je pense que les administrateurs ont décidé de maintenir la cohésion du conseil d'administration, de poursuivre le travail qui avait été débuté. On a plusieurs projets. Écoute, oui, on ne sera pas peut-être désigné zone d'innovation, mais il reste qu'on ne se le cachera pas. On a besoin d'innover le secteur, de continuer avec des représentants de l'ensemble de la filière, de s'assurer de bien accompagner l'ensemble des acteurs. Donc, si on veut démarrer des startups d'entreprise, bien, moi, ce qui est important, c'est d'avoir des ressources. Donc, on est dans cet esprit-là. Donc, on doit déposer là, une proposition au MI pour la continuité des choses. Mais il reste que, pour ma part en moi, là, le plan d'affaires qui est déposé, il se tient toujours. Moi, personnellement, là, le projet de Zone Bleue, là, en ce qui me concerne, là, on peut trouver des éléments à dire, si je te dis qu'il n'y a pas d'investissement privé, je te dis juste dans Rocher-Percé, j'en ai 50 millions. Pas de projet porteur international, je viens de t'en nommer. Puis la problématique au Québec, c'est que pour les projets aquacoles, présentement, c'est plus difficile à investir au Québec
que d'investir dans les provinces maritimes. Parce que les provinces maritimes, tu fais uniquement affaire pratiquement avec le gouvernement du Canada. Tandis qu'au Québec, tu fais affaire avec deux systèmes. Les ministères du gouvernement du Québec puis les ministères fédéraux qui font en sorte que ça devient compliqué. Puis c'est une des raisons pourquoi, entre autres, à Mort Seafood, leur première phase qui sont supposés d'investir ici, ils ont décidé d'investir à Terre-Neuve puis à l'île des Princes-Édouards. Puis une des raisons pourquoi ils veulent investir au Québec, c'est parce qu'on a le plus grand, le CCTT qui est Mérinov, ils ont développé une collaboration puis ils reconnaissent la compétence au niveau aquacole de Mérinov. Donc c'est ça qui maintiennent leur intérêt à investir au Québec. Mais maintenant, il faut être facilitateur pour être en mesure. Puis nous, la zone d'innovation, ben c'est ça, le comité interministériel, on aurait pu travailler ensemble pour assurer de bien accompagner à Mort Seafood. Donc, il y avait deux projets porteurs. C'est sûr qu'à très court terme, je ne peux pas vous dire que ça aurait pu se faire à très court terme, mais une zone d'innovation, c'est 10-15 ans, puis il ne faut pas se le cacher. Un projet aquacole, tu déposes, ça prend un certificat d'autorisation. Puis si on veut avoir une acceptabilité sociale, souvent, ça prend un BAP. Un BAP, vous savez que ça prend du temps. Donc, je sais, si le gouvernement exige un BAP, je ne peux pas dire qu'on va être en mesure d'accoucher un projet de cette ampleur-là. Puis d'un autre côté, quand on me dit que c'est dans un contexte économique, situation financière qui font en sorte qu'on a décidé peut-être de mettre de côté certains projets, mais comment on peut financer des gros projets de telle portée? Moi, je me pose cette question-là. OK, je vais juste... je sais, on sent chez vous une certaine amertume, et ça se comprend, vous avez porté ce dossier-là à bout de bras, hors de vos fonctions de maire et de directeur général, également de Gymexport. Donc, ça a été un... On sent chez vous une déception, mais un certain espoir quand même, mal pris. Vous retenez quoi comme... Je termine ce dossier-là en vous demandant ceci. Vous retenez quoi personnellement comme leçon dans ce dossier-ci? Bien, écoutez, moi, ce que je retiens, là, écoutez, la vie continue. Puis moi, je suis maire, puis c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à travailler. Là, moi, je pourrais dire, je suis quelqu'un là, qui veut toujours aller de l'avant. Moi, ce qui me concerne, c'est un défi. C'est un défi. Peut-être qu'effectivement, on peut peut-être changer certaines orientations. Parce que je ne vous le cacherai pas, moi, travailler sur un projet dans lequel il y a une grande portée à l'extérieur de la Gaspésie ou à l'extérieur de l'Invertie Rocher-Percé, écoutez, moi, je suis maire de la ville de Grande-Rivière. Donc, en réalité, moi, je veux travailler beaucoup pour les intérêts de mon secteur. Puis effectivement, si ces retombées-là peuvent en avoir autant pour la côte de Gaspé, que ce soit pour les îles de la Madeleine, peu importe, mais au moins c'est en région, tu sais. Donc moi, je veux travailler de cette optique-là. Parce que les zones d'innovation, il fallait que ça avait une portée aussi provinciale. Donc nous, on mettait de l'emphase sur l'École des pêches, qui était une des 5 écoles nationales. On avait Mérinov, le CTT, via notre étude de Raymond Chabot de Gunthornton qu'on a faite, la valeur de débarquement de 329 millions. On avait des retombées économiques de 157 millions, 1308 emplois indirects qui étaient impliqués dans le secteur des pêches. Donc on mettait de l'emphase là-dessus. C'est sûr que moi, je veux travailler là-dessus. Moi, mon énergie, je veux m'assurer que l'écosystème des pêches en Gaspésie, puis, via le CA de la zone, c'est sûr que moi, le projet, c'est une des rares fois que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent travaillent ensemble. Donc, moi, je veux maintenir cette cohésion-là parce qu'effectivement, là, on est complémentaires. Notre faiblesse, nous, c'est beaucoup le volet innovation qu'on retrouve, maintenant, à Rimouski. Puis, pour le secteur des pêches, bien, j'ai toujours voulu faire la démonstration. La pêche puis la transformation, c'est surtout en région qui est la Gaspésie. C'est pourquoi moi, je mettais de l'emphase sur la capture et la transformation. Mais avec Mérinov, qui est là présentement, le projet de Carrefour d'Innovation, ça va nous permettre d'avoir un centre de proximité. Voilà, ça, c'est pour le sujet principal. Et on y reviendra de toute façon dans d'autres entrevues si le cœur vous en dit ou s'il y a des affaires qui avancent. Ah oui, écoutez, il n'y a pas de problème. Inauguration de l'aérogare, du nouvel aérogare, de la nouvelle aérogare. Plus de 2 millions de $, Québec, Ottawa, MRC. Mais c'est chez vous, à Grande-Rivière, c'est ici, à Grande-Rivière-Ouest, que l'aéroport est situé. C'est quand même pas peu comme investissement. Tout le monde y était à cette annonce. Vous recevez ça comment, cette annonce-là? Bien, tu sais, moi, là, c'est sûr que c'est un projet que ça fait longtemps que tout le monde en parle. Moi, je disais aux gens, je suis maire depuis 2017, mais
Pour les gens qui s'en rappellent, j'ai été conseiller aussi municipal à la ville de Grande-Rivière pour la période 2005-2009. L'autre mandat, je m'avais présenté, mais tu sais, mais ce que je veux juste dire, c'est que ce dossier-là, à ce moment-là, il était très, très actif, là, tu sais. Et puis, à l'annonce, je ne le cacherai pas, tu sais, moi, j'ai eu une pensée là, pour M. Edmond Sirois, qui était préfet, qui était maire de la ville. Puis, moi, personnellement, tu sais, il m'a tout le temps dit, tu sais, Gino, comme conseiller, parce que je savais que je travaille beaucoup sur les dossiers de développement économique, c'est le dossier, la municipalisation du parc, puis le dossier de l'aéroport, tu sais, c'était des dossiers qui étaient stratégiques pour la municipalité. Puis je vous dirais même Romuald Boutan, tu sais, lui aussi, là, tu sais, il a travaillé fort à ce niveau-là. Mais moi, je vous le cacherai pas. Une pensée que j'avais vue, c'était pour M. Gazan, Edmond Sirois. Donc, l'annonce d'hier, écoutez, c'est une super de belle annonce. On a investi pratiquement 12 millions à l'agrandissement de la piste. L'aérogare est là. Éventuellement, dans notre planification stratégique, on veut faire de quoi pour développer le tourisme, s'assurer d'avoir des vols autant publics, privés, faire de la forfaitisation là, dans le secteur. Et puis nous, on veut pas... éventuellement, ça va nous prendre aussi certains services comme location d'auto, de proximité. Oui, c'est vrai. Donc, il y a tout là, un système à bâtir avec les entreprises là, une grappe économique. Une petite grappe économique autour de ça. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est d'avoir une ressource, quelqu'un qui va travailler là-dessus au niveau de la MRC. Mais comme vous le savez, la MRC, c'est la propriété. L'aéroport, c'est la propriété de la MRC. Exact. Mais nous, la ville, c'est sûr qu'étant donné qu'elle est sur notre territoire, ben, on a tout intérêt là, à servir de cet outil-là de développement, autant pour le tourisme, puis je pense aussi que ça peut être une portée aussi pour l'industrie des pêches. Ça, je ne vous le cacherai pas, tantôt on parlait de l'économie bleue, mais moi, dans l'économie bleue, ça faisait partie aussi. Mais là, on n'a plus de zone d'innovation, on n'a plus le même coffre-outil, donc là, il faut passer autrement. Donc, mais il reste que c'était un très bel investissement. C'est bien dit. Autre inauguration, la piste derrière, piste d'athlétisme. Derrière la polyvalente. Là, en arrière, juste à côté du complexe sportif de Jardin de Grande-Rivière, qui est en réalité l'aréna. Hein. Oui, OK. Ça, ce projet-là, tu sais, moi, là, en tant que j'étais conseiller des années 2005, j'ai travaillé fort. J'ai un projet que j'ai monté là, à peu près 330 000 $. C'était pour la mise en place d'un terrain de football. Tu sais, le terrain qui est là, j'ai réussi, moi, à aller chercher l'argent, puis d'aller chercher les équipements, à peu près 80 000 $ pour avoir une équipe de football qu'on avait. J'étais même président, entre autres, de l'équipe à cette période-là. Le but de ça, c'était pour l'utilisation pour plusieurs activités. Là, on a des activités de soccer. Puis, avec l'arrivée de Brigitte Paradis, là, qui quelques années passées, ben, elle a initié l'athlétisme. Puis là, on nous faisait part de, des installations, des infrastructures qu'on avait besoin. Mais nous, on avait fait faire un peu une petite analyse là, via une firme extérieure. Puis le coût, c'était un gros investissement. Là, on parlait d'un investissement de plus de 600 000 $ à ce moment-là. Donc, c'est sûr que la ville de Grande-Rivière a une population de 3 500. On n'avait pas la capacité là, pour aller financer une telle infrastructure. Mais par contre, on avait travaillé sur le projet, on a eu l'information. Puis, avec le COVID, ben, il y a eu plein d'opportunités. Donc, le gouvernement du Canada a mis du financement qui était disponible pour certaines initiatives. Le projet de combien? Ben, présentement, le projet à Grande-Rivière, final, là, on parle d'un projet de 732 000 $. D'accord. On a réussi à aller chercher 551 163 de Développement économique Canada. Donc, on a fait faire monter un plan d'affaires, on l'a déposé avec cette contribution-là. Là, c'est sûr qu'il manquait à peu près 200 000 $. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des partenaires locaux. Donc, je tiens à remercier Gagnon et Fils, qui sont partenaires financiers. On a aussi Pêcherie Michel Collant. Donc, tu sais, les gens pensent des fois, tu sais, quand les Vikings sont partis de Grande-Rivière pour aller à Chandler, moi, mon objectif, c'est que l'équipe demeure dans la MRC, mais avec Michel Collant, il y a eu une entente que lui, il y a eu un engagement d'investir aussi pour la piste d'athlétisme, pour le côté communautaire du milieu. On a aussi M. Douglas Leblanc, Habitation Leblanc, qui a investi. On a aussi Distribution Bernatchez. On a l'entreprise FIPEC qui a mis de l'argent.
Puis le reste, c'est la participation de la ville. Mais moi, quand je regarde ma politique familiale, politique MADA, qu'on a du parascolaire maintenant, que les jeunes du littoral, qu'on a des étudiants, mettons, du primaire, le club de marche, la piste là, a été utilisée par tout le monde. C'est un lieu sécuritaire. Puis je pense que c'est une valeur additionnelle aussi qui va nous permettre de peut-être commencer à travailler, d'attirer des compétitions plus là, régionales de l'Arctique sur notre secteur. Parce que moi, j'ai comme augmenté un peu l'offre de services en infrastructure avec la piste d'athlétisme. Puis tout dernièrement, avec le nouveau là, gymnase là, à l'école Bon Pasteur, parce que ce projet-là, il y a un volet communautaire. Ouais. Donc maintenant, on a les plateformes adéquates, si on inclut celle-là de Chandler, pour être en mesure de pouvoir accueillir plusieurs compétitions qu'avant on ne pouvait pas, mais que dorénavant on pourra faire. Juste une dernière question à ce sujet-là. C'est aussi pour favoriser les saines habitudes de vie? Favoriser les saines habitudes de vie, puis je vous dirais même, on a créé des AST. L'infrastructure nous a permis aussi de créer des partenariats avec le CIS, parce qu'il y a certaines personnes, suite à un AVC, problèmes psychologiques, mobilité réduite. La piste d'athlétisme, là, si tu ne marches pas sur un trottoir, puis que ton pied est porté, puis que tu es un milieu pas sécuritaire, tandis que là, c'est une plateforme de caoutchouc professionnelle. Puis, la piste d'athlétisme, demain matin, on peut faire une compétition régionale à Grande-Vierre. Puis, on est la seule dans l'Est du Québec. Mais bravo, on vous dit bravo, franchement. Là. Puis, ce que Brigitte Parrainé me disait, là, au Québec, là, les municipalités de 5000 habitants, il n'y a personne qui a une infrastructure comme la nôtre. Ben, bravo, franchement. Dernier sujet en rafale, si vous me permettez, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus sombre. La hausse des valeurs mobilières sur votre territoire. Ce qui n'est pas étranger à un rôle d'évaluation qui va probablement changer. Vous avez déjà glissé un mot là-dessus lors de votre présentation à la dernière séance municipale, mais en gros, ça ressemble à quoi, les hausses mobilières? À quoi il faut s'attendre? Nous, quand on a eu... nous autres, en réalité, c'est Servitec qui a le contrat, puis c'est un contrat qui est donné un peu avec la MRC Rocher-Percé, parce que les autres ont comme les contrats de l'évaluation des municipalités. Donc, nous, à Grande-Vierre, la problématique, c'est que la dernière évaluation, c'était pour la période 2017, maintenant 2020, mais en 2020, ça a été reporté jusqu'en 2023. Okay? Donc, ça a été reporté, puis là, est-ce qu'on fait présentement, c'est pour la période les 3 prochaines années. Okay? Donc, à partir du prochain budget, 2025, 2026, 2027. Là, comme vous le savez, le COVID 2022, là, moi, ce que je dis aux gens, moi, je me rappelle, moi, j'ai vendu ma maison pour me bâtir, pour faire le nouveau développement, mettons, Jonca. À Grande-Vierre, dans les évaluations, il n'y avait pratiquement pas de maison qui se vendait au-delà de 300 000 en 2020. Puis je vous mets au défi en 2024 d'acheter une maison en bas de 300 000. Hein? Le contexte en sorte, l'évaluation, les hausses de taux d'intérêt, l'après-COVID, ça a changé. Là. Avant les maisons à 150 000, là, on ne voit plus ça. C'est une construction neuve, c'est 250 300 000. Puis souvent, c'est des maisons qui sont modestes, puis le taux d'intérêt est élevé. De tout ça, ces impacts-là, ce que je veux comme information, c'est qu'on s'attendait d'avoir une moyenne de 55 à 60 Puis, d'augmentation. D'augmentation, voilà. C'est la moyenne. Donc, une moyenne, ça veut dire qu'il y a des secteurs de ma ville présentement qui ont des augmentations de 80 à 90 OK? Puis là, j'entendais mon collègue, là, le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon, qui faisait part que lui, il se cassait la tête avec une augmentation de 40 Donc, moi, ma moyenne, présentement, c'est 55 Quand même. Effectivement, on peut jouer sur le taux, ajuster le taux, mais malgré qu'on fait cet exercice-là, le système fait en sorte qu'effectivement, il y a des secteurs qui vont avoir certaines augmentations, mais on doit travailler avec ça. Puis le nouveau budget, les dernières années, là, juste au niveau des produits chimiques, là, moi, je suis arrivé en 2017, on budgétait 70 000, 75 000, puis on jouait à peu près là-dedans. Là, présentement, cette année, là, on avait budgété 125 000. Au mois d'août, on avait déjà atteint 124 000 sur 125 000, puis on vient de recevoir une dernière facture de 42 000 pièces qu'au 31 décembre. Donc, on est rendu là
pratiquement des augmentations de 100% là, de certains coûts. Puis nous, Benville, on n'est pas comme un gouvernement. Là, notre pouvoir, là, c'est surtout le pouvoir de taxation. Mais par contre, ce que j'en suis fier, par contre, c'est qu'on a réalisé des gros projets qui étaient importants pour la ville, que ce soit la caserne de pompiers, que ce soit la piste d'athlétisme, que ce soit le réseau d'égouts d'aqueduc la rue du Moulin, le secteur 127 branchements, là, qu'on l'a fait avant la période, parce que présentement, là, il y a des projets de caserne, là, c'est pratiquement là, même pas la moitié de ce qu'on a présentement pour parler des projets de 7-8 millions. Wow! OK? Donc, on a réussi. Moi, présentement, je voulais augmenter les infrastructures de la qualité de vie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Au niveau de la sécurité, la caserne de pompiers est là pour les 50 prochaines années. On a une super de belle brigade. Donc ça, c'est super important. C'est important aussi pour les gens qui veulent choisir où s'établir. Donc les écoles, les gymnases, qualité de vie, piste d'athlétisme, service incendie, réseau d'égouts d'aqueduc. Présentement, tu as des terrains qui ont un service ou un deux services. Donc c'est intéressant aussi pour être attrayant pour les gens qui veulent venir s'établir à Grande-Rivière. Bravo. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'entreprise Devotion, basée à Rimouski, a développé une technologie submersible visant à réduire les risques d'empêtrement des mammifères marins dans les zones de pêche fermées en raison de la présence de baleines. Contrairement aux bouées traditionnelles, le cordage est enroulé à l'intérieur de la bouée qui coule avec les cages. Un hydrophone déclenche ensuite la remontée des engins par un signal acoustique. Carl-Philippe Cyr-Mercier, PDG de Devotion, indique que cette innovation est compatible avec les équipements traditionnels et peut être utilisée pour diverses pêches, telles que celle du homard, du crabe et du flétan. Le projet de zone d'innovation de l'économie bleue en Gaspésie a été rejeté par Québec après 4 ans de démarche. Le député Stéphane Sainte-Croix a expliqué que le manque d'investissement privé et des problèmes de gouvernance avaient fragilisé le projet. Bien que des investissements de 750 millions de dollars aient été évoqués, les promoteurs n'ont pas réussi à concrétiser des projets. Les allégations concernant la gestion du chargé de projet, Martin Beaulieu, ont aussi nui à la confiance. Le ministère de l'Économie ne financera pas la création d'une grappe industrielle, décevant les promoteurs locaux. L'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec ont conclu un partenariat pour développer 1000 MW d'énergie éolienne dans les MRC de Kamouraska et Témiscouata, avec un investissement estimé à 3 milliards de dollars. Ce projet couvrira 700 km² et nécessite des consultations avec les communautés locales, les groupes environnementaux et les Premières Nations. Le vice-président de l'Alliance se réjouit de l'entente, bien que certaines interrogations sur la collaboration avec Hydro-Québec persistent. Ce projet s'inscrit dans l'objectif global d'Hydro-Québec de développer 10 000 MW d'ici 2035, avec un potentiel éolien significatif dans l'Est du Québec. L'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, à Grande-Rivière-Ouest, marque un moment important pour la région. Avec un investissement de plus de 1,5 million de dollars du gouvernement fédéral, 407 000 $ du Québec et 670 000 $ de la MRC, ce projet est perçu par les élus locaux, dont le préfet Samuel Parisé et le député Stéphane Sainte-Croix, comme un atout majeur pour le développement économique et touristique de la région. L'aéroport, fondé en 1986, joue un rôle crucial dans le transport de personnes et de marchandises, notamment pour des raisons médicales et touristiques.
Gaspé accueillera le colloque de l'industrie touristique de Tourisme Gaspésie les 20 et 21 novembre 2024. Cet événement, à sa 17e édition, rassemblera les acteurs clés du secteur pour discuter des enjeux du tourisme régional et partager les réussites des entrepreneurs locaux. Pascale Rémillard, directrice générale de Destination Gaspé, souligne l'importance de cet événement pour renforcer les collaborations et faire rayonner Gaspé, ville hôte pour la première fois en 10 ans. Les inscriptions pour les membres de Tourisme Gaspésie sont déjà ouvertes. De plan prévu. La station de ski, Pin-Rouge, accueille un premier partenaire dans ses efforts de régionalisation. Gesca Peggyag a obtenu un siège au conseil d'administration, bien que cela ne soit pas encore une entente financière. Pierre-Luc Desjardins, président par intérim, se réjouit de cette implication dans la gouvernance. Avec une dette de près de 3 millions de dollars, la ville de New Richmond, qui ne cautionnera plus la dette dès l'an prochain, cherche à alléger la situation financière de Pin-Rouge en espérant rendre la station plus attrayante pour d'éventuels promoteurs. 6,5 millions de dollars. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.